Dans le sac d'Ella, c'était ainsi qu'elle se présenta en chuchotant le prénom, il aperçut un dessin chiffonné, des traits appuyés au crayon, une femme aux cheveux blonds, un grand sourire, une blouse tachée de petites étoiles. Au dos, tracé à la hâte, un mot d'enfant, maman égale Scarlett. Le papier était humide, d'où la neige l'avait effleuré. Ethan sentit une sorte de déchirement. Ce n'était pas simplement la troublante proximité d'un enfant seul sous la neige, c'était la preuve d'un lien, d'un nom qui le touchait à un endroit inattendu. Il ne connaissait pas Scarlett Morgan, mais il connaissait les lieux où son entreprise employait des milliers de personnes. Il connaissait les fiches, les ordres du jour, les rapports qui parlaient de productivité et de chiffres. Il connaissait par-dessus tout le mécanisme par lequel des visages anonymes devenaient invisibles. Et une fillette plantée dans la nuit l'enjoignait à en tenir compte. Il la fit entrer. Le manoir n'était pas une prison, c'était une maison au couloir large, au tapis qui avalait le bruit. Ils s'installèrent près de la cheminée. Ella tremblait encore, ses petites épaules levant et baissant au rythme de son souffle. Ethan fit un geste qu'il n'avait pas prévu. Il retira son propre manteau et le posa sur ses genoux avant de le glisser autour de la fillette. Le tissu sentait le cuir et le thé froid. Elle se blottit comme on se blottit contre la promesse d'un abri. Il appela une assistante depuis le téléphone posé sur la table basse, un numéro connu, une voix familière. « Claire, la porte d'entrée. Je vais t'envoyer quelqu'un. Une fillette est là. Elle dit que sa mère ne rentre pas. » Les mots roulèrent, simples. Il sentit, en les prononçant, la responsabilité s'agripper. Il ne laissa pas la conversation devenir un tiraillement bureaucratique. « Vérifie le nom Scarlett Morgan dans l'annuaire du personnel, s'il te plaît, et appelle la sécurité de nuit, je m'en occupe. » La jeune fille prit la peluche serrée contre elle et montra d'un doigt le dessin. « Ma maman a fait ça pour moi. Elle a dit qu'elle reviendrait vite. Elle m'a dit de faire un dessin si je m'ennuyais. » Son visage, à la lueur du feu, portait un mélange de fatigue et d'invincible confiance d'enfant. Ethan remarqua les petites choses, la coupure sur le doigt, la trace de saleté au genou, les ongles mangés d'angoisse. Il remarqua aussi l'ordre presque religieux avec lequel elle rangeait le dessin dans son sac, comme s'il fallait le préserver des intempéries du monde. La sécurité confirma le lien. Scarlett Morgan figurait bien parmi les employés d'une de leurs usines, située à une trentaine de kilomètres. Les équipes de nuit officiaient là-bas, sur des chaînes où la cadence dictait tout. Claire, au bout du fil, hésita. Son dossier indique des horaires irréguliers, beaucoup de nuits, pas de contact depuis hier soir à 22 heures. Sa voix trahit l'inquiétude et l'irritation. C'était une anomalie administrative, mais une anomalie qui devenait humaine en présence d'un enfant grelottant. Il n'eut pas de débat. L'instant appelait une action. Préparer une voiture, on y va. Il inclina la tête, prit Ella par la main et lui demanda doucement ce qu'elle savait de l'itinéraire. Elle montra la direction approximative avec son doigt engourdi, récit simple et précis d'un quartier industriel dessiné par la mémoire d'enfant. Ils montèrent dans une voiture aux vitres qui s'embuaient. Le moteur ronronna, la route se perdait dans la nuit. Sur le trajet, Ethan n'était plus seulement l'homme d'affaires qui réglait questions et résultats. Il était une présence, la seule forme de protection qu'elle a eue pour le moment. Il lança une phrase maladroite. « Tu veux que je t'appelle, Ella ?» Elle sourit, surprise qu'il le propose. « Oui, Ella. » Un nom qu'il prit au sérieux. Il sortit le dessin du sac et le contempla à la lueur du plafonnier de la voiture, l'acte le plus simple d'un enfant et à la fois la seule preuve tangible qu'un adulte était en danger quelque part. La neige s'amenuisa, puis reprit en rafale. Les phares balayaient des entrepôts, des enseignes délavées. À l'entrée de l'usine, la scène était celle d'une nuit qui s'obstinait à être ordinaire. Ouvriers pressés, camions qui repartent, lèvres bleues qui s'excusent pour des retards. La main courante de sécurité ne présentait rien d'exceptionnel sur sa première feuille. Mais la première certitude s'effondra vite. Au vestiaire, on trouva une blouse abandonnée, des affaires personnelles éparpillées, un sac vide, comme si la personne était partie ou comme si on avait interrompu sa journée de façon soudaine. L'atmosphère changea. La sécurité fit un signe d'alerte. Un contremaître, la fatigue encore au coin des yeux, faillit répondre par un haussement d'épaule. Puis quelqu'un murmura qu'on ne l'avait pas vu partir et que l'horloge pointe toujours la présence la nuit. Les regards se tournèrent vers une caméra qui, étrangement, montrait un angle aveugle là où le passage menait au vestiaire.
De petites choses, jusque-là invisibles sur un planning, devenaient soudain remarquables. Ils fouillèrent rapidement les lieux accessibles, appelèrent le nom à voix haute. « Scarlett! Scarlett Morgan !» L'écho revint creux, comme un avertissement. Un ouvrier trouva, près d'une table de pause renversée, un flacon d'eau à moitié vidangé et une boîte de barres énergétiques entamées. Sur la paillasse, des preuves d'une nuit exigeante et d'un temps compté. Gobelets, restes de sandwich, une note griffonnée peut-être par fatigue. Le contremaître précisa qu'elle avait terminé son quart et qu'on l'avait vue pour la dernière fois sortir vers la zone de bus. Mais la station de bus nocturne n'était pas loin et les caméras qui l'auraient filmée étaient hors service. Petite mécanique humaine. Personne n'avait jugé utile de s'inquiéter au-delà des heures. La chaîne avait continué. Les chiffres s'étaient alignés. Une absence parmi 1000 visages n'était, pour quelques heures, rien qu'un trou dans la toile. Puis l'un des agents de sécurité, en grattant derrière une porte de service, découvrit une trace de pas qui menait vers un petit local de stockage, une porte dérobée. Ils entr'ouvrirent la porte et découvrirent une silhouette recroquevillée sur le sol, la respiration irrégulière. Scarlett Morgan était là, la peau desséchée, les lèvres gercées, les paupières presque closes. Une odeur de sueur et de fatigue flottait autour d'elle. À côté, un sac en plastique contenant des comprimés de sucre maladroitement vidé. Elle ne fut pas consciente de tout de suite. Ses mains étaient froides, son pouls faible. Les agents appelèrent une ambulance. La réalité prit la forme d'un bip régulier, de gestes professionnels, d'une voix qui demandait ses antécédents médicaux, de lampes qui s'allumèrent comme un diagnostic d'urgence. L'infirmier nota la peau sèche, la confusion passagère, l'odeur d'un manque d'eau. Hypoglycémie probable, souffla une voix entraînée. Déshydratation, épuisement aigu. Quand elle ouvrit les yeux, ce fut pour voir d'abord la silhouette d'Ella, qui tremblait à la porte du local, serrant toujours sa peluche. Scarlett essaya de sourire, mais la tentative fut fragile, comme un tissu usé. Elle murmurait le prénom de sa fille, une syllabe qui contenait un monde. Ella courut, la prit dans ses bras. L'image, même brève, était brutale et magnifique. Une mère tenant son enfant après une fuite qui aurait pu durer la nuit entière. La honte passa sur le visage de Scarlett comme une ombre. La honte de cet abandon involontaire, la peur du jugement, l'étonnement mêlé à l'amour quand elle sentit la petite main contre sa joue. « Je voulais juste finir, c'est compliqué. » Sa voix était un souffle. Elle n'inventa pas d'excuses grandioses, elle avouait la réalité du quotidien, des horaires qui s'enchaînent, des pauses sautées, l'argent qui ne s'arrête jamais d'être compté. Elle avait pensé pouvoir tenir, comme on tient une planche dans la tempête. Cette fois, la planche avait rompu. Ihsan restait en retrait. Il avait l'habitude de regarder par-dessus les épaules des autres, d'examiner les résultats, de peser les risques. Mais ici, ce n'étaient pas des chiffres, c'était une femme qui avait failli disparaître dans l'ombre d'un rythme professionnel. Quand Scarlett tourna les yeux vers lui, il y eut un échange simple, sans pathos, reconnaissance, culpabilité et une demande muette de réponse. Il comprit qu'il n'y avait pas d'excuses qui suffisent. À l'hôpital, sous des néons cliniques, la lenteur des gestes médicaux remplaça l'urgence de la découverte. Les médecins évaluèrent, prirent des constantes, parlèrent en termes mesurés. Épuisement extrême, hypoglycémie et déshydratation. Elle a besoin de repos, d'une surveillance. Rien de miraculeux, des soins soutenus, des perfusions, du sucre administré, du repos. Les tensions vitales remontèrent, doucement. Scarlett succéda à la conscience, l'angoisse du lendemain. Quelle facture, quel regard, comment expliquer l'ignorance de son absence? Elle assomnola, accrochée à sa mère, la tête sur un bras bandé par la veille et la fatigue. Ethan resta à la petite table dans la chambre d'hôpital, le dessin d'Ella entre les mains. Il n'était pas venu ici pour jouer au héros. Il était venu par une impulsion qui, pour la première fois, sembla moins liée à la direction de chiffres et plus à une obligation humaine. Dans l'air blanc de la chambre, il entendit le battement régulier d'un moniteur et la respiration calme de Scarlett. Les machines mesuraient, mais ne traduisaient pas la question qui s'imposait à lui. Comment avait-on permis que cela arrive? Il releva son téléphone et composa un numéro qu'il n'avait pas prévu de composer si tôt, celui du responsable des opérations. « Nous devons vérifier les procédures de nuit », dit-il sans détour. Sa voix, d'habitude claire et assurée, contenait une nouvelle couleur, une urgence morale qui ne se laissa pas adoucir par les consultations et les rapports prérédigés. Il exigea des vérifications immédiates sur les horaires et les signalements d'absence. Pas pour lancer une chasse aux sorcières, mais pour comprendre où le système avait failli une personne qui, maintenant, respire à quelques mètres.
Il attacha le dessin d'Ella à la fiche administrative sur une table de chevet, comme si ce morceau de papier pouvait rappeler à tous que derrière chaque dossier, il y a une vie. Les heures suivantes furent une succession de petits gestes, l'infirmière apportant un bol de langue à l'arrière-goût de médicaments, la secrétaire de nuit tentant de repérer sur l'ordinateur des appels manqués, Ella qui réveillait sa mère pour lui donner à boire. Scarlett, dans sa lucidité passagère, parla peu. Elle dit qu'elle n'avait pas voulu inquiéter sa fille, qu'elle avait pensé prendre un raccourci, que la fatigue l'avait rattrapée plus violemment qu'elle ne l'imaginait. Ethan, debout à la fenêtre, regarda la ville ligotée par la neige, les phares des ambulances qui reprenaient leur course, les silhouettes qui disparaissaient. Il pensa à toutes ces petites négligences qui se glissent dans l'ordre des choses, une pause supprimée ici, un roulement qui se serre là, une caméra en panne. Il pensa à l'effet cumulatif de ces décisions quand on ne les regarde pas en face. Il n'eut pas l'illusion que son rôle, d'un coup, résoudrait tout. Il se sentit plutôt face à une urgence pratique, un impératif éthique. Il engagea la conversation avec le médecin. « Qu'est-ce qu'il faut pour qu'elle rentre chez elle en sécurité ?» demanda-t-il. Le médecin répondit de façon pragmatique. Repos, réhydratation, suivi social pour la sécurité de l'enfant et un bilan pour identifier les risques liés au travail de nuit. Scarlett, allongée, regardait sa fille dormir, puis releva les yeux vers Ethan. Pas de demande d'aumône, pas de reproche, seulement une question. « Vous l'avez trouvé dehors ?» C'était une façon de mesurer le monde et de comprendre ce qu'il avait sauvé. Ethan, inévitablement, répondit la vérité. « Oui, elle est venue vous chercher. » Le silence s'installa, chaud et lourd. Et là, réveillée un instant, tendit une main engourdie vers le dessin accroché. « Tu me promets ?» demanda-t-elle, la voix brouillée par le sommeil et l'attente. L'adulte qui avait entendu ces mots, l'homme qui avait ouvert une porte et rangé son gant autour d'un enfant, sentit l'importance de la promesse. Il hocha la tête sans trop savoir s'il promettait de grandes choses ou seulement d'être présent à cet instant précis. « Je promets de rester jusqu'à ce que vous soyez tous les deux prêts à rentrer, » dit-il. La promesse n'était pas un plan d'entreprise, c'était un espace moral, modeste mais réel. Il ne comprenait pas encore tout ce qu'une telle promesse exigerait, ni des changements dans la manière dont on organisait le travail, ni dans la manière dont les visages anonymes étaient comptés ou oubliés. Il savait juste que la petite main sur le dessin et le souffle régulier de Scarlett appelaient une suite d'actions. Et pourtant, même posé dans la lumière froide de l'hôpital, il y avait une irréductible humanité qui s'imposait. La petite Ella, cheveux emmêlés, le dessin taché de neige. La mère qui avait fait un choix pour tenir. L'homme qui, par hasard ou par décision, s'était retrouvé témoin et acteur du moment. Une simplicité se tissait, fragile mais tenace. La nuit déclinait en une aube blême quand Ethan quitta l'hôpital. Il regarda une dernière fois par la fenêtre, aperçut Ella qui somnolait contre sa mère et sentit la main de Scarlett effleurer le dessin. Sur le chemin du retour, le manoir apparut comme un théâtre de décisions possibles. Il gara sa voiture, non pour s'isoler dans ses bilans habituels, mais pour reprendre un rapport qu'il n'avait jamais su lire auparavant, celui des vies entremêlées, par des choses que l'argent ne résout pas toujours. Il savait qu'il devrait convoquer des preuves et des hommes, ouvrir des dossiers, entrer dans des pièces où les mots productivité et horaire gouvernaient sans faille. Mais, avant toute chose, il y avait cette image qui s'inscrivait en lui. La robe rouge dans la neige, un petit dessin qui disait Scarlett, une fille qui disait « Monsieur, ma maman n'est pas rentrée hier soir ». La promesse qu'il avait faite restait simple et pour l'instant suffisante. Il prit le dessin, le plia proprement et le glissa dans la poche intérieure de son manteau, comme une nouvelle carte qui orienterait ses prochains pas. À l'aube, au manoir, la cheminée regardait la chambre vide. Les motifs du quotidien reprendraient bientôt leur cadence, mais quelque chose, dans le cœur de cette maison, avait changé de rythme. Un rôle venait d'éclore, non pas un titre ou une fonction, mais une responsabilité concrète. Ethan se tenait à ce seuil, conscient que la suite exigerait des gestes précis et des conversations difficiles. Il n'avait pas encore décidé de la portée de ceci. Il savait seulement que, pour la première fois depuis longtemps, il ne fermerait pas les yeux. Si cette histoire vous touche, abonnez-vous pour d'autres récits qui réchauffent le cœur. Le jour se leva sur des routes encore blanches. Dans la chambre d'hôpital, Scarlett dormait enfin, un bandage léger à la main, et là coinçant une mèche de ses cheveux blonds derrière l'oreille avec la candeur d'un enfant qui croit au retour de tout.
Ethan, sur le seuil, reçut un appel du service des opérations. Il y avait des manques dans les fiches, des points d'ombre sur la surveillance de nuit, des pauses non respectées. Ce n'étaient pas des accusations, c'était un inventaire. Il prit une profonde inspiration. Il savait maintenant que la suite ne se jouait pas seulement à l'hôpital, mais aussi dans des bureaux, dans des réunions, dans des formulaires qu'on remplirait à la lumière crue de la vérité. Toutefois, il choisit de ne pas commencer par la réunion. Il prit un autre chemin, celui du pragmatisme immédiat. Il fit préparer un sac avec des affaires pour Ella, demanda qu'un espace calme et sûr soit mis à disposition à proximité de l'hôpital et qu'un travailleur social soit informé pour suivre le dossier familial. Mais avant tout cela, il posa une main sur le dessin, sentit les traits encore humides et murmura, non à l'administration, mais à lui-même. « On fera mieux ». Il ne savait pas encore comment, ni si ses paroles suffiraient à influer sur des centaines d'heures de travail accumulées. Il savait seulement que, la nuit où une petite fille avait frappé sa grille, avait laissé une trace qui se prolongerait au-delà du feu de cheminée et des habitudes du manoir. La neige commençait à fondre en ruissellement presque imperceptible. La vie reprenait son cours. Mais la robe rouge, le dessin et la promesse demeuraient, comme des marques qui demandent à être respectées. Partagez si vous croyez au pouvoir d'un petit geste. Les jours qui suivirent furent tissés d'une succession d'actions simples et de conversations nécessaires. Ethan ne prit pas la route des annonces grandiloquentes, il choisit la lenteur des démarches concrètes. Une réunion fut convoquée dès le lendemain matin. Salle sobre, café tiède, un tableau blanc où figuraient des mots clairs « sécurité »,« pause »,« transport »,« soutien familial ». Autour de la table, des visages habitués aux présentations, aux chiffres, à la défense des budgets. Ils accueillirent la tempête comme ils accueillaient un nouveau trimestre, avec des plans et des questions prudentes. « Nous avons failli à quelque chose de basique, dit-il, sans théâtre. Son ton n'était ni accusateur, ni humainement détaché. C'était la voix de quelqu'un qui vient de voir l'effet concret d'un manque de vigilance. Il déclara des mesures immédiates, vérification systématique des présences de nuit, ligne d'alerte accessible 24 heures, fonds d'urgence pour les travailleurs en détresse, navette de nuit vers les quartiers où beaucoup d'employés vivent et la possibilité pour toute mère ou père seul de demander un aménagement sans crainte de sanction. Il demanda à ce que des responsables soient nommés aujourd'hui même pour piloter ces chantiers. Certains proposèrent des mises en garde techniques, coûts, logistique, délais. D'autres, moins nombreux, parlèrent du bien-être mesurable, absentéisme réduit, fidélité accrue. Ethan n'accepta pas que la discussion se perde en sempiternels compromis. Commencez par des actions qui ne nécessitent pas d'autorisation supérieure, lança-t-il. Des bouteilles d'eau supplémentaires, une pause garantie toutes les X heures, un fonds accessible après une simple demande. Nous commencerons là, le reste suivra. Les premiers changements furent modestes, visibles et donc puissants. On installa des distributeurs d'eau près des postes, des bancs chauffants pour les pauses et un tableau où chaque équipe signa ses passages en cas d'absence. Une navette passa à l'essai pendant 2 semaines. Elle permit à plusieurs employés de regagner des logements trop éloignés pour les bus nocturnes. Dans les vestiaires, une boîte anonyme fut mise à disposition pour signaler les problèmes sans crainte de rétorsion. Les caméras défectueuses furent réparées, non pour surveiller les personnes, mais pour sécuriser les chemins. Ces gestes firent plus pour changer l'atmosphère que les longues réunions qui suivirent. Les ouvriers remarquèrent que quelqu'un, quelque part, avait posé des mots sur ce qui jusque-là n'était qu'un fond sonore. « Nous comptons sur vous, nous devons vous protéger ». Ce n'était pas un mea culpa spectaculaire, c'était une série de petites mesures qui disaient « Nous avons entendu ». Pendant ce temps, Scarlett reprenait des forces. Elle sortit de l'hôpital avec prudence, soutenue par Ella et par un filet de personnes qui s'étaient approchées pour offrir de l'aide. Collègues au visage rougi par l'heure, une infirmière qui lui téléphona pour donner des conseils, une assistante sociale qui proposa des aides ponctuelles. Scarlett accepta une chambre modeste mise à disposition par une association que l'entreprise contacta. Ce n'était pas un luxe, mais un endroit où on pouvait dormir sans craindre la sonnerie de l'usine. Elle sentait la honte revenir comme un souffle froid parfois, la honte d'avoir failli, d'avoir laissé sa fille attendre, la honte d'être exposée malgré elle. Mais plus souvent, elle éprouvait de la détermination. L'expérience l'avait rendue plus lucide sur l'équilibre fragile du quotidien. Elle ne voulait pas être regardée comme un trophée à la soirée d'entreprise. Elle voulait comprendre, participer et, quand cela serait possible, aider quiconque se retrouverait dans sa situation.
On lui proposa de venir au siège, non comme une invitée d'honneur, mais comme interlocutrice. Une place dans un groupe chargé de revoir les conditions de travail de nuit et la prise en charge des parents isolés. Scarlett hésita. Travailler au siège signifiait apprendre des codes nouveaux, traverser des couloirs où l'on ne parlait pas la même langue, rendre visible ce que la plupart laissaient invisible. Elle consulta quelques amis de l'usine. « Si tu veux faire bouger les choses, il faut être là où les décisions se prennent », lui dirent-elles. Elle ne parlait pas seulement professionnel, elle parlait du sens. Elle accepta. Sa nomination ne fut pas spectaculaire. Un petit bureau, une chaise, un ordinateur prêté. Ethan lui rendit la visite, apportant un sac contenant des affaires pour Ella, un cahier vierge et, sans grande cérémonie, une boîte de crayons. « Pour le dessin », dit-il. Scarlett sourit, remercia, puis se remit au travail avec la même application que celle qu'elle apportait sur la chaîne, mais traduite en réunion, en notes, en propositions. Le rôle qu'on lui offrit fut loin d'être un poste de prestige. Elle devint coordinatrice d'un programme pilote, soutien aux équipes de nuit. Son objectif était concret, concevoir, tester et ajuster des mesures qui amélioreraient la sécurité et le confort des travailleurs nocturnes. Elle élabora des questionnaires distribués anonymement. Elle passa des heures dans les vestiaires à écouter, parfois sans rien promettre d'autre que sa présence. Elle rencontra des mères d'enfants malades, des pères proches de la retraite, des jeunes qui faisaient 3 emplois pour joindre les deux bouts. Elle prit des notes, des noms, des idées. Le changement institutionnel prit la forme d'un faisceau de petites victoires. Une chef d'équipe accepta de modifier les tours de service pour permettre des rotations plus justes. La direction valida un fonds d'aide d'urgence accessible directement via le médecin du travail. Un programme de garde d'enfants d'APU fut expérimenté à proximité d'un site. À l'usine, on décida d'embaucher une infirmière de garde pour la nuit. Ces mesures n'effaçaient pas les difficultés structurelles, mais elles réduisaient les angles morts qui avaient permis l'oubli de Scarlett. Sur le plan personnel, la vie se recomposait autour de gestes quotidiens. Le matin, Ethan laissait parfois la clé d'un appartement temporaire où Scarlett et Ella avaient emménagé le temps d'un redressement fragile. Il commençait à mieux lire les signes simples, la fatigue dans le mouvement d'une main, l'angoisse d'un silence trop long. Il engendrait des habitudes, un petit déjeuner qu'il avait appris à préparer, des toasts, du miel, et la façon de faire ricaner Ella quand il faisait mine d'échouer à fermer ses yeux bleus. Ces apprentissages n'étaient pas des actes de bravoure, ils étaient l'acceptation d'une responsabilité qui se diluait désormais dans le quotidien. Scarlett, de son côté, gardait son indépendance. Elle resta impliquée dans son usine, parfois pour accompagner des collègues au siège, parfois pour revenir sur la chaîne et expliquer les nouvelles procédures. Elle n'accepta jamais d'être réduite au rôle de « salarié sauvé ». Elle parlait avec franchise des contraintes, des raisons pour lesquelles nombre d'entre eux n'avaient pas demandé d'aide plus tôt. Peur des représailles, fatigue qui enlevait la force d'appeler, honte d'être jugé incapable. Elle proposa des solutions pragmatiques, une formation pour les contremaîtres sur la gestion humaine, un calendrier de pause rappelé à l'équipe, l'accès à un soutien psychologique pour ceux qui en auraient besoin. Ethan observait ces interventions avec attention. Il ne s'agissait pas de l'applaudir en public, mais de rester disponible. Il enquêta sur les résistances, fit face à des objections convenues. C'est une dépense, on perdrait en productivité. Il répondit avec des chiffres et des témoignages, mais surtout avec une consistance nouvelle. Il accepta d'installer des indicateurs qui mesureraient l'impact des changements sur la santé au travail et la rétention. Il mit à disposition un budget pour piloter le programme pendant 1 an, sans promesse d'étendue immédiate, mais avec l'intention de laisser des preuves de ce qui fonctionnait. Les semaines passèrent. Ella s'adapta à un coin enfant installé près du bureau de Scarlett, tapis coloré, quelques crayons, une table basse où les dessins s'entassaient. Les employés qui descendaient à la cantine la connaissaient par son rire clair et par les légendes qu'elle collait sous ses coloriages. Un matin, un ancien collègue de Scarlett la trouva en train d'expliquer à un groupe de managers pourquoi une pause de 15 minutes n'était pas un luxe, mais une question de sécurité. Il la regarda d'un air surpris, la trouvant à la fois la femme qu'il connaissait et une autre, plus assurée. « T'as changé, Scarlett, dit-il. » Elle haussa les épaules. « J'ai seulement appris où poser la question. » La proximité quotidienne entre Ethan et Scarlett évolua sans précipitation. Ils partageaient la lourdeur des décisions et la banalité des repas, des instants qui, pour la première fois, retirèrent du pouvoir théorique. Un café pris ensemble après une réunion tardive, une veste prête à temps quand le vent montait, un regard posé sur une main qui fermait un cahier.
Ethan s'était montré vulnérable à plusieurs reprises. Il partageait la fatigue d'une nuit blanche passée à relire des rapports, la difficulté d'annoncer des changements aux hommes de terrain. Scarlett vit cet homme en dehors de sa tour d'ivoire. Elle vit ses hésitations, ses recherches et parfois sa solitude. Il y eut des moments où la distance reprit ses droits. Ethan dut se retirer devant l'avalanche de responsabilités. Scarlett, dans un mouvement de fierté, refusa d'accepter toute pitié. Ils eurent des silences longs où chacun retournait à son rôle, l'un à la gouvernance, l'autre à la communauté. Mais les gestes revenaient toujours. Quand Scarlett eut besoin d'un document imprimé à la hâte, Ethan était là. Quand Ella tomba malade, elle trouva sur la table du dîner un sac réchauffant et des médicaments sans commentaire. L'évolution prit aussi la forme d'un apprentissage collectif. Pendant une journée entière, des managers et des ouvriers échangèrent leurs métiers respectifs. Ceux qui concevaient la production passèrent 2 heures sur la ligne, ceux qui travaillaient à la chaîne vinrent au siège expliquer leur réalité. Ce fut un exercice d'humilité, avec des erreurs, des rires et des découvertes. La rencontre la plus marquante eut lieu lorsqu'une opératrice expliqua comment une pause décidée à l'improviste avait évité un geste qui aurait pu blesser un collègue. Ce témoignage, simple, fit plus pour le changement qu'aurait pu faire des graphes. L'idée de rendre visible l'histoire d'Ella et Scarlett sans l'exposer trop crûment germa dans plusieurs têtes. On décida d'organiser une soirée où l'on parlerait des engagements pris, des progrès et des personnes derrière les chiffres, mais sous une forme sobre, sans exploitation. On y inviterait des équipes, des partenaires, des associations locales. Scarlett accepta d'y participer, mais à une condition, qu'on laisse la parole aux travailleurs et non à la communication. Quand elle enseigna ce point au service des relations publiques, il y eut un moment de stupeur, puis d'accord. Ce fut le signe d'un changement, l'entreprise commençait à écouter plus qu'à projeter. La soirée fut organisée 1 mois plus tard. Ce n'était pas une cérémonie de façade. Les tables étaient dressées modestement, des employés de l'usine avaient contribué aux serveurs, apportant des plats simples. On parla de chiffres, bien sûr, des réductions d'accidents et de l'amélioration du turnover, mais on parla aussi de choses plus intimes, d'une maman qui avait manqué une rentrée d'école, d'un jogging retrouvé dans un casier, d'un enfant qui s'était senti abandonné pour une nuit entière. Scarlett fut invitée à la tribune à la fin. Elle se leva, main tremblante, mais d'une voix claire. « Je suis ici parce que j'ai vu ce que c'est que de craquer, dit-elle, et parce que je sais qu'on peut faire autrement. Ce n'est pas la pitié que je cherche, c'est qu'on se donne les moyens de ne pas en arriver là. » Elle parla des mesures qui avaient marché, des résistances rencontrées, des petites victoires. Elle ne parla pas pour remercier en spectacle, mais pour rappeler que les décisions prises avaient des visages. Ella, sa fille, la collègue qui restait après son quart, le jeune père qui prenait 2 bus pour rentrer. Sa parole fit naître des regards. Ethan, au premier rang, sentit une émotion qui n'était pas la sienne. Il mesura l'impact réel de ce qui avait paru, un soir, comme une urgence isolée. Après la soirée, dans un coin moins éclairé, une poignée d'employés vint la féliciter. Elle écouta leur récit, prit note, nota l'adresse d'un collègue qui proposa d'aider pour une initiative de covoiturage. Ethan les observa, puis s'approcha. Il n'y eut pas de grande déclaration. Il tint un petit bouquet, puis un objet. Une simple bande d'argent, fine, comme un cercle discret. Il la glissa, presque sans bruit, dans la main de Scarlett. « Ce n'est pas un anneau d'engagement social, murmura-t-il. C'est une façon de dire que, enfin, que je veux être là quand vous avez besoin. Pas pour remplacer, mais pour rester. » Scarlett le regarda, surprise. Le geste n'était pas théâtral, il était mesuré, intime. Elle sentit derrière l'objet quelque chose de compliqué. Une promesse peut-être, non pas de destination, mais de présence. Pour Scarlett, ce fut un geste inattendu et délicat. Elle n'avait pas demandé cela. Elle tenait l'objet, le tourna entre ses doigts, sentit son froid. Puis elle leva les yeux vers Ethan et sourit, sans répondant immédiat. La phrase qui suivit fut presque pratique. « Rentrons, Ella doit être couchée demain. » Ils s'en allèrent côte à côte, l'allée déserte, la ville qui se repliait. Les mois suivants ne furent pas un conte de fées. Il y eut des résistances à l'extension des mesures, des retards dans le budget, des incompréhensions. Mais il y eut surtout des preuves. L'absentéisme diminua, non pas d'un coup, mais progressivement. Des témoignages affluèrent, des familles racontèrent des nuits moins longues. Une nouvelle habitude prit racine, appeler quand on ne pouvait pas venir et recevoir une réponse. L'entreprise valida la formalisation d'un pilier famille et travail dans sa politique interne.
Ce n'était pas la panacée, mais c'était un début soutenu. Dans la sphère privée, la maison qui se formait autour d'Ella s'ancra dans les routines. Les week-ends, il faisait des promenades où Scarlett montrait à Ella comment reconnaître les noms des arbres. Ethan apprenait à attacher les lacets en quelque chose qui ressemblait à une tradition familiale improvisée. Les gestes anodins gagnèrent en densité. Un bol posé sur la table à l'heure juste, une chanson fredonnée qui devint la berceuse officielle, un dessin épinglé sur un tableau dans la cuisine du petit appartement. La reconnaissance publique arriva sobrement. Un article dans un journal local relata le virage de l'entreprise. Non pas une révélation scandaleuse, mais un récit sur des mesures qui avaient changé des vies. Scarlett y apparut à visage découvert, non pour être exposée, mais pour parler du programme qu'elle pilotait. Elle reçut des messages, parfois maladroits, parfois sincères, de gens qui avaient retrouvé un peu d'oxygène. Elle répondait aux messages quand elle le pouvait, souvent quand Ella dormait. Elle découvrit que raconter sa vérité n'était pas synonyme de faiblesse. C'était une façon d'empêcher d'autres qu'elle de traverser seule une nuit glacée. Un soir d'automne, quelques mois après la première neige, on organisa un dîner pour célébrer un bilan intermédiaire des mesures. Ce n'était pas un gala clinquant, c'était un moment où ceux qui avaient contribué se retrouvaient sans rôle. Des sourires authentiques flottaient autour des plats. Les enfants couraient entre les jambes des convives. Ella, plus grande, portait un dessin qu'elle avait fait pour l'assemblée. Scarlett attendit la fin du repas pour prendre la parole, mais cette fois sans note. Elle parla de la fatigue qui revenait parfois, de la honte qui ne disparaissait pas d'un coup, mais aussi de la force qui naît quand on se sent accompagné. Ethan la regarda parler, puis se leva à son tour, non pour faire un discours, mais pour appeler à continuer. Il parla de responsabilités partagées, d'erreurs à reconnaître et de la façon dont les petites améliorations prouvaient qu'un système pouvait évoluer. Il remercia les équipes, les associations et, d'une voix plus basse, il ajouta « Merci à Scarlett et à Ella pour m'avoir rappelé où commence toute entreprise humaine ». Après les applaudissements, ils se retirèrent ensemble dans un coin de la terrasse. L'air était frais. Les lumières de la ville dessinaient une nappe incertaine. Il y eut un silence doux, plein de choses déjà dites. Ethan prit la main de Scarlett, non pas comme un acte possédé, mais comme un geste de soutien. Elle posa sa main dans la sienne, et ce contact, simple, acheva de lier des chemins qui, jusqu'alors, ne se croisaient que parfois. Sur le trajet du retour, la voiture sembla plus chaude que d'habitude. Ella, endormie à l'arrière, tenait encore son dessin. Scarlett regarda la route, puis se tourna vers Ethan. « Merci, dit-elle, sans demander de précision. » Il hocha la tête. « On continue. » C'était une promesse sans fanfare, mais d'une franchise rare. Ils arrivèrent enfin devant l'immeuble qui était désormais leur point de chute. Ethan sourit, retira sa veste, la posa sur les épaules de Scarlett comme la première fois, avec une douceur devenue rituelle. Ils n'échangèrent pas de mots grandioses. La vie suivait son cours, tissée d'engagements concrets et d'infimes délicatesses. Avant de la laisser entrer, il posa la main sur le sac d'Ella, puis sur le dessin que la fillette avait offert. Ce même dessin qui, un soir de neige, avait mis le cap d'une série d'événements. Il se sentit responsable, oui, mais aussi très ordinaire. Il avait commencé par ouvrir une grille. Depuis, il avait appelé des réunions, signé des ordres, rencontré des spécialistes. Mais ce qui comptait, dans la lumière ténue de cette porte, ce n'était pas l'ensemble des actions administratives. C'était ce que ces actions avaient permis. Une petite fille qui pouvait aller dormir sans craindre d'attendre seule. Scarlett s'arrêta, fit demi-tour et s'adressa à lui avec douceur. « Cette fois, laissez-moi vous ramener chez vous. » Le sourire qui accompagnait cette phrase contenait la reconnaissance et l'appartenance, mais aussi une intimité qui n'avait pas besoin de nom. Ethan prit la main qu'on lui tendait et accepta. Ils refermèrent la porte derrière eux, et la nuit, une fois encore, fut accueillie non par la solitude, mais par une présence partagée.